sur le tourisme durable. Donc, si Fred, tu peux un petit peu nous faire un petit feedback sur ce qui a été vécu à l'époque et sur ce que tu vois maintenant d'importance sur le tourisme durable, que ce soit au Canada ou ailleurs. Bonjour Jean-Bernard, bonjour à tous. Effectivement, pour moi aussi, c'est 10 ans d'anniversaire puisque je faisais partie de ces toutes premières réunions M-Tourisme à Sophie Antipolis avec à l'époque Schema Business School, effectivement. Donc pourquoi on parlait de tourisme durable, bien évidemment, parce qu'on sait que c'est l'enjeu principal du tourisme et on le voit aujourd'hui d'autant plus que nous sommes en crise. Maintenant, on n'est plus dans une situation de parler de durabilité, mais on parle de survie pour l'instant. On a une crise qui est sans précédent et c'est vrai que toutes les considérations qu'on a eues depuis une dizaine d'années sur le tourisme sont toutes à reprendre, à reconsidérer. Et puis, il faut réfléchir sans doute à un nouveau tourisme, pourquoi pas? Parce que quand on parle du tourisme M, le M-tourisme, il sous-entend mobilité. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mobilité. Que ce soit la mobilité est très réduite parmi les pays, dans les pays. On sait que le tourisme mondial a été en décroissance comme ça n'est jamais arrivé. On est peut-être à 10% de ce qu'on ferait normalement dans une année normale de tourisme. Donc la Covid-19 d'une part, la récession qui s'ensuit d'autre part, et puis il ne faut pas oublier non plus la crise du changement climatique qui continue de peser sur nous et qu'on a tendance un petit peu à oublier avec cette crise du Covid-19, mais qui reste là. Alors, quid du tourisme? Comment le tourisme doit évoluer? Je vais vous donner une petite perspective et quelques pistes de réflexion ce matin. On parlait beaucoup en anglais de sustainable tourism. Sustainable, c'est un mot qui ne se traduit pas très bien en français. On parle de tourisme durable en France, mais on sait que le tourisme tel qu'il était depuis quelques années n'était pas durable. On sait qu'il avait des impacts socio-économiques qui étaient positifs, bien sûr, mais aussi négatifs, des impacts environnementaux qui étaient négatifs aussi. Donc maintenant, on est en train de changer notre fusil d'épaule et on parle d'un tourisme qui devrait être régénérateur. C'est un nouveau terme qu'on utilise, regenerating tourism, qu'on utilise en anglais, notamment au Canada. Il y a pas mal de réflexions sur ce sujet-là. Le tourisme, il faut le régénérer, d'autant plus que nous sommes en crise, encore une fois. Et si vous le permettez, je vais partager mon écran. Si j'ai les autos… Hein, si vous me le permettez. Oui, oui, c'est possible. Vous pouvez le faire. Parfait. Voilà, je vais simplement mettre… J'ai 3 petites slides, pas grand-chose vraiment que je voudrais permettre d'avancer avec vous. Donc, je parle vraiment du tourisme durable, le tourisme régénérateur, parce que il faut non seulement régénérer le tourisme, ça c'est une chose, mais il faut s'appliquer aussi à régénérer les destinations qui, on sait, sont dans des situations de crise aussi. Alors, quelques petites pistes pour ça. Premièrement, on va parler, et je vous mets en photo un exemple de ce qui peut se faire, de ce qui se fait d'ailleurs au Canada. La photo que vous avez sur la droite, c'est un hôtel de luxe qui s'appelle le Fogo Island Inn, qui a reçu des prix internationaux à travers le monde. Il n'est pas dans une ville, il n'est pas à portée de main, si je puis dire, puisqu'il se retrouve dans une zone reculée d'une province de l'Est du Canada, au bord de l'océan Atlantique, pardon. Et Fogo Island Inn présente une approche extrêmement branchée sur le développement durable, justement, et le développement régénérateur. Et une idée absolument originale qu'ils ont fait, c'est que pourquoi ne pas avoir de la transparence vis-à-vis des clients, vis-à-vis des prestataires de services, etc., et montrer véritablement quel est l'impact de notre entreprise. Il y a un concept économique qui dit que la transparence rend les marchés plus efficients. Alors, pourquoi ne pas appliquer cette théorie dans le domaine du tourisme? Donc, l'idée de nutrition économique vient de la créatrice de cet hôtel, Zila Cobb, qui a décidé de créer un hôtel sur une petite île
dont l'économie était une économie de pêche, qui a disparu petit à petit, qui était en crise. Tout le monde quittait cette île et cette femme qui avait pu faire fortune ailleurs a réussi à revenir sur cette île, à créer cette entreprise-là et à créer de l'emploi et à créer de l'intérêt. Alors, je vous l'ai dit, ce n'est pas facile d'aller là. Il faut prendre un avion, il faut prendre un bateau, enfin bref, même de Toronto, il faut une longue journée pour aller jusqu'à Fogo Island Inn. Donc, ce n'est pas facile, mais les gens y vont. Et parmi ces gens-là, des stars et autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une approche absolument unique au tourisme et à l'hospitalité. Et encore une fois, si vous regardez cette petite fiche de nutrition économique, si je puis dire, c'est un peu le type de label que vous retrouvez quand vous allez sur le supermarché, sur des boîtes je sais pas, de chocolat, de gâteaux ou autre. Vous voyez précisément où l'argent que vous dépensez dans cet hôtel va. Que ce soit labor, food, room supplies, commission and fees, operations administration, sales and marketing surplus. Et il y a aussi une indication de la distribution économique des bénéfices de cette entreprise. Je reviendrai sur une redistribution des bénéfices un peu plus tard. Mais 65% des dépenses qui sont faites dans cet hôtel restent sur cette île, ce qui est absolument incroyable quand on pense souvent à cet effet de fuite économique qui arrive dans le tourisme, quand beaucoup de l'argent qui est dépensé écoute, repart à l'étranger, repart vers des investisseurs, repart ailleurs. Ici, on voit bien qu'il y a 65% de l'argent qui reste sur Fogo Island et puis 13% dans la province de Newfoundland et 19% au Canada. Seulement 3% repart à l'étranger. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des exemples de transparence. On peut montrer combien le tourisme peut contribuer à une économie locale et bénéficie une économie locale. Alors, j'appelle ça de la transparence radicale. Et je crois que c'est quelque chose, quand on parle de régénération du tourisme et des tourismes durables, il faut certainement réfléchir et prendre en considération. Autre aspect que je voulais partager, qui est en lien un petit peu à ce que je viens de dire sur Fogo Island Inn, c'est le concept de B Corporation. Peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler de ces B Corporation. B stands for beneficial. Ce sont des entreprises, des corporations donc, qui se sont engagées pour avoir des standards au plus haut point pour pouvoir bénéficier ou donner ou redonner des bénéfices à leur environnement. Encore une fois, avec la notion de transparence publique pour être sûr que tout ce qui est fait par cette entreprise soit très clairement montré. Alors, des exemples de B Corporation, on peut penser à Patagonia. Vous connaissez cette entreprise américaine qui depuis longtemps a fait des efforts justement pour tout ce qui est développement durable et au niveau de l'environnement notamment. Vous pouvez penser aussi à Ben & Jerry's, cette entreprise qui fabrique de la glace bien connue. En tourisme, il y en a moins, mais je vous donnerai l'exemple de Intrepid Travel. Intrepid Travel, c'est le leader mondial de tout ce qui est voyage d'aventure en petits groupes. C'est une organisation qui est basée en Australie. Et toutes ces entreprises qui se sont associées au mouvement des corporations B, encore une fois, B stands for benefits, beneficial, font un effort extraordinaire pour aider les environnements dans lesquels ils se trouvent, environnement social, environnement culturel et environnement naturel aussi. Donc, c'est un mouvement qu'on voit, on voit de plus en plus dans le monde anglo-saxon des entreprises devenir certifiées B. Je n'ai pas eu le temps de faire une recherche pour savoir s'il y avait des entreprises françaises, mais ce serait certainement intéressant de regarder ça. Et puis, autre aspect, et je vais simplement vous donner quelques mots maintenant, mais on a parlé de transparence radicale et de ces entreprises responsables, Beer Corporation. Le mot collaboration est extrêmement important aussi. Pourquoi? Parce qu'on voit que ces entreprises qui sont responsables, qui veulent de la transparence, sont obligées de travailler en collaboration
pour s'amener à cette transparence. Collaboration avec tous les autres prestataires, bien évidemment, les autres prestataires de services de la région, les gouvernements aussi, les entreprises touristiques. Donc, la notion de collaboration est de plus en plus importante dans ce qu'on appellerait maintenant cette régénération du tourisme et du tourisme durable. Autre point important, diversification. Pourquoi? Parce que on le voit notamment en période de crise, on ne peut avoir du succès que si l'on se diversifie. Et au Canada, on a vu les entreprises touristiques faire des efforts d'innovation extraordinaires depuis 6 mois pour se diversifier justement, que ce soit les entreprises de restauration, d'hôtellerie ou autres, ont fait des efforts pour changer leurs produits, pour le faire évoluer et arriver malgré tout à s'assurer quelques revenus. Alors, collaboration, diversification. Et puis, je vais terminer avec 2 points qui sont assez généralistes, je l'entends, mais éducation, surtout quand on parle de crise climatique auquel nous devons nous attacher. La notion d'éducation est extrêmement importante. Éducation dans les écoles, bien évidemment, les universités, etc., mais aussi de faire comprendre à tous les entrepreneurs, à tous les investisseurs, les impacts qu'ils ont quand ils investissent, quand ils construisent, quand ils contribuent au tourisme international. Tout ça a un impact sur le changement climatique et il faut bien le comprendre. Et puis finalement, diversité et inclusion. Je ne vais pas faire un rappel à ces événements qui se sont déroulés en France depuis quelques jours, mais sachez qu'on fait face aux mêmes problèmes dans un pays comme le Canada, où il y a une diversité de la population qui est extraordinaire. Je vous rappelle quand même qu'à Toronto, il y a 50% des habitants de Toronto qui sont nés à l'étranger, 50% de la population de cette ville est née à l'étranger. Et puis, on a affaire aussi à une population autochtone avec laquelle on doit travailler et qui a des droits. Donc, toute cette sensibilité à la diversité et à l'inclusion est extrêmement importante et il faut mettre ça en place. Donc, je vais arrêter là-dessus de partager mon écran. Et puis, malheureusement, je vais devoir vous quitter parce que… Il y a peut-être juste une question. Oui, je t'en prie, Jean-Bernard. Hein, je crois que du côté de Romain, il y a une question. Oui. Bonjour Frédéric. Ma vidéo. On parle beaucoup depuis début 2000 en fait du slow tourisme qui est très proche en fait de tout ce que vous avez expliqué. Ouais. Est-ce que c'est des pratiques aussi qui se déploient en fait, qui se développent au Canada, qui vont être sûrement accélérées avec tout ce qui se passe aujourd'hui, la crise Covid, tout ça. Si vous avez quelques mots. Absolument. Donc, le phénomène du slow tourisme se joue sur 2 niveaux. D'une part, sur les circuits de distribution, d'une part, qui sont plus proches, on va dire. Là, je n'utilise pas le mot slow, mais le mot proximité plutôt. Les circuits de distribution qui sont proximité, notamment pour tout ce qui est restauration. On fait de plus en plus attention à ça. Et puis, en matière de slow tourism ou de tourisme lent, le Canada est un pays qui est tellement grand, il faut bien comprendre que la crise économique et la crise des Covid qui nous a frappés a fait en sorte que les gens se rendent compte de ce qui se passe juste derrière chez eux, dans leur région. Alors, les Canadiens étaient les premiers à partir à l'étranger, à partir dans le sud. Tout le monde veut partir de l'hiver, veut partir de ces grandes contrées qui pourtant sont attrayantes, mais néanmoins, en matière de balance des paiements, le tourisme au Canada est déficitaire, si je puis dire, puisque les Canadiens dépensent plus d'argent à l'étranger qu'ils n'en dépensent chez eux. Là, on voit une situation où les Canadiens, forcés bien évidemment par la Covid, sont obligés de rester chez eux et ils redécouvrent leur pays. Ils redécouvrent leur pays de façon
proche et de façon plus lente aussi. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui est beaucoup plus grand et quand il y a seulement 10% du trafic aérien qui fonctionne au Canada, ça veut dire que les gens ne voyagent plus de province à province en avion. Ils sont obligés de revenir à des modes de transport qui sont un peu plus classiques. On revient à la voiture beaucoup. Cet été, il y a eu beaucoup de voyages de proximité avec la voiture comme outil de transport essentiel et d'une certaine manière le train, même s'il est bien moins développé ici qu'il ne l'est en Europe. Merci Fred, merci monsieur le professeur, merci monsieur le directeur de l'école TED School Management. Je sais que là tu dois nous laisser ou en tous les cas te mettre prêt pour d'autres questions potentielles. Et si on en a d'autres, on te les posera. Et si tu peux revenir à ce moment-là, tu diras ce qui est possible. Merci à tous les cas. Je fais cours à mes étudiants et je garde un œil sur un écran différent sur le chat et je pourrai, en l'espace d'une minute ou deux, m'arranger pour revenir vers vous. Okay. À bientôt. Merci beaucoup, Fred.